Bienvenue au cours de navigation générale pour les licences de pilote privé, leçon 3. Voici la table des matières. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur principes fondamentaux, magnétisme terrestre, terminologie de boussole. Donc, pour ces principes fondamentaux de magnétisme terrestre et de terminologie de boussole, voici les objectifs pédagogiques. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de décrire la rose des vents, d'interpréter le champ magnétique terrestre, la position des pôles et les lignes de champ magnétique, de définir la variation locale, de lire et indiquer son impact sur la pratique, de définir la déviation, de définir l'inclinaison et d'indiquer son impact sur la pratique. Donc, pour définir la boussole, voici tout d'abord la rose des vents. Si on se met sur la Terre, on a le nord qui pointe vers le pôle nord, vers le haut, le sud vers le bas, l'est côté Asie, quand on prend une référence sur l'Europe, et ouest côté Amérique. D'accord, nord, sud, est, ouest. Un aide-mémoire qui peut vous aider à mémoriser la position de ces points est simplement le mot orange. Vous partez orange avec un O, comme ouest. Vous montez jusqu'au N de orange qui marque nord, et vous redescendez jusqu'au E de orange qui veut dire est. Ça vous donne la position ouest, nord et est. Et le sud, c'est par déduction la dernière position restante. Voici des directions qu'il est important de garder à l'esprit, qui peuvent être utiles. Donc on a les points cardinaux principaux, nord, sud, est, ouest. Ensuite on a des directions, chaque 45 degrés, nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest. Et des directions chaque 30 degrés, 30, 60, 90 degrés, 120, 150 degrés. Ces directions sont des directions qui peuvent être utilisées pour la navigation après. Position du pôle nord et sud magnétique. La boussole magnétique est très importante. Elle est la base de la navigation à vue. Le magnétisme terrestre, si on prend une boussole, un aimant permanent, ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle nord magnétique n'est pas le pôle nord géographique. Le pôle nord magnétique est en fait le pôle sud géographique, comme on peut le voir sur cette image. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le pôle nord magnétique bouge très lentement et que les lignes de champ magnétique ne sont pas symétriques par rapport au pôle, comme elles sont dessinées sur cette image. Voilà une carte qui marque les déplacements du pôle nord magnétique ces dernières années, avec les coordonnées nord-ouest. Donc vous pouvez voir déjà depuis 1600, 1700, 1800, 1900 jusqu'aux années 2000, les mouvements, la position du pôle nord, différentes positions du pôle nord magnétique de la Terre. En 2010 jusqu'en 2015, on a également eu quelques légers déplacements. Les lignes de champ terrestre. Les lignes de champ magnétique, elles apparaissent au pôle sud magnétique avec un angle plus ou moins raide, angle d'inclinaison. Elles passent partiellement en balayage lointain à travers l'espace circonférentiel de la Terre, c'est-à-dire qu'elles longent la surface terrestre pour aller rejoindre le centre magnétique terrestre en passant par le pôle nord magnétique avec le même angle d'inclinaison. Une aiguille magnétique positionnée sur un axe horizontal et orientée vers le nord magnétique prend une position inclinée parallèle aux lignes de champ. L'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale de cette aiguille est de 62 degrés à 70 degrés aux latitudes moyennes
de 90 degrés au pôle magnétique et de 0 degré à l'équateur magnétique. Voilà de nouveau une image qui symbolise les lignes de champ magnétique terrestre avec le pôle nord magnétique au-dessus, le pôle sud magnétique au-dessous, les lignes de champ qui sortent du pôle sud magnétique, qui sortent de l'intérieur de la Terre par le pôle sud magnétique, qui font une boucle de champ et qui re-rentrent à l'intérieur de la Terre par le pôle nord magnétique. À titre de culture générale, ce qui est bon à savoir, c'est que certains animaux, tels que les tortues marines, utilisent les lignes de champ magnétique pour naviguer. Si l'axe longitudinal d'un avion est aligné sur un méridien en direction du pôle nord géographique, donc le pôle nord géographique est appelé True North, TN, l'aiguille magnétique indique la direction du pôle nord magnétique, Magnetic North, MN. Et la différence que l'on a entre le nord vrai, le vrai nord, le nord géographique, et le nord magnétique est appelé variation, var. L'angle entre le true north et le magnetic north. Si le nord magnétique est opposé au nord géographique, à l'ouest du spectateur, on parle d'une variation de l'ouest, variation ouest ayant un signe moins. Si le nord magnétique est opposé au nord géographique à l'est du spectateur, on parle d'une variation de l'est. Variation est, ça veut dire avec un signe plus. Le signe plus ou moins permet le calcul avec des formules. Illustration du concept sur carte. Le parcours planifié sur la carte comme intention de vol s'appelle TC, True Course, ou parcours vrai. L'angle entre le nord magnétique et le parcours vrai est le magnetic heading, cap magnétique. L'angle entre le vrai nord et la vraie course est le true heading, ou cap vrai. La variation représente la différence d'angle entre le magnetic heading et le true heading. Si on prend l'image de gauche, on a une variation d'ouest, ce qui signifie moins variation. Et sur l'image de droite, avec le petit avion, on a une variation d'est, ce qui signifie plus variation. Voici un tableau des dénominations, avec les désignations dans différentes langues. Par exemple, True North en anglais signifie nord géographique ou pôle nord géographique. Le Magnetic North signifie nord magnétique ou le pôle nord magnétique. Le Compass North signifie le nord du compas ou de la boussole, et c'est donc le nord indiqué par la boussole. Variation, c'est la variation, et la variation est donc l'angle entre le True North et le Magnetic North, ou entre le True Heading et le Magnetic Heading. La True Course, c'est le vrai parcours, la course véritable sur la carte. Explication, trajectoire de vol sur Terre. Le True Heading, c'est le vrai cap. C'est l'angle entre le vrai nord et l'axe longitudinal de l'avion. Magnetic Heading, cap magnétique, c'est l'angle entre le pôle nord magnétique et l'axe longitudinal de l'avion. Compass Heading, le cap de la boussole du compas, c'est l'angle entre le nord du compas
et l'axe longitudinal de l'avion. Deviation. La déviation, c'est un angle entre le magnétique nord et le compass nord, ou entre le magnetic heading et le compass heading. True airspeed, vitesse vraie dans l'air. Ground speed, vitesse par rapport au sol. Wind correction angle, angle de correction du vent. C'est un angle de déviation qui permet de contrer l'effet du vent pour rester sur la ligne directrice du trajet. Drift angle, angle de dérive. C'est l'angle de déviation de l'avion sous l'effet du vent. Wind vector, vecteur de vent, donc vitesse et force, vitesse et orientation. Wind angle, angle au vent. Relative wind angle, angle au vent relatif. Un exercice de calcul sur la déclinaison magnétique. Variation. Exemple 1. On a une variation de 5 degrés ouest, qui correspond, selon les explications précédentes, ouest moins, donc variation moins 5 degrés. On a un trou heading de 280 degrés. Et la question c'est, quel est notre magnétique heading? Donc pour le calcul, on prend le magnétique qui est égal au trou moins la variation. Donc 280 degrés moins moins 5, donc moins moins devient plus. 280 plus 5 égale 285 degrés. Exemple 2. Variation 7 degrés est correspond à variation plus 7, est, variation égale plus. Si on a un trou heading de 280 degrés, quel est le magnétique heading? On reporte exactement le même calcul. M est égal à trou moins variation. M est égal donc à 280 moins plus 7, moins plus devient moins. 280 degrés moins 7, ça nous donne 273 degrés magnétiques. La formule à retenir se trouve donc dans la case bleue en haut à droite. Magnétique égale trou moins variation. Et attention à bien retenir la règle des signes. Moins moins plus, plus moins égale moins. Comme aide-mémoire, remplacez les plus par amis, les moins par ennemis. Si je prends moins moins, ça nous donne les ennemis de mes ennemis sont mes amis, plus moins, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Et si on avait plus, les amis de mes amis sont mes amis. Il faut calculer le magnetic course ou le magnetic heading. La variation ouest peut être ajoutée au trou course ou la variation est peut être soustraite du trou course. Magnetic course sur magnetic heading, trajectoire magnétique, il s'agit de l'angle compris entre le nord magnétique et la trajectoire planifiée sur Terre. Le facteur de correction peut être extrait du tableau de l'EACI. Les isogones sont des lignes de même déclinaison, de même variation. En Suisse, les variations sont faibles pour les déplacements est-ouest et nord-sud.
En revanche, en Amérique du Nord, les variations sont beaucoup plus conséquentes pour les déplacements est-ouest et nord-sud. On le voit sur cette carte. Si on regarde l'Amérique du Nord, le nord du Canada, on est proche du pôle nord magnétique et on s'aperçoit que les lignes de déclinaison sont très proches. Ce qui veut dire que les déplacements sur le sol à ce niveau-là engendrent de grandes variations. Et à l'opposé, si on regarde sur la Suisse, sur la carte, l'Europe centrale, on constate qu'on a un écart énorme entre la variation 0 et la variation -5, ce qui implique que, effectivement, les déplacements est-ouest et nord-sud engendrent moins de variations. Qu'est-ce que la ligne agonique? La ligne agonique est une ligne avec une déclinaison de 0 degré. Elle relie tous les points dont la variation est égale à 0 degré. Sur le dessin de cette slide, il s'agit de la ligne rouge. Champ d'interférence. Les champs d'interférence sont des zones perturbées, des régions dans lesquelles l'aiguille de la boussole est sujette à interférence. Les zones rocheuses sont signalées comme perturbées sur la carte OACI de la navigation de vol. Zone pointillée. Donc on a là une image extraite de la carte OACI qui nous représente les lignes d'égale déclinaison magnétique. Et puis toutes les zones perturbées sont les zones qui sont cerclées avec des pointillés. On en a une sur le fond du Valais, Suisse centrale, là, entre le Valais, Uri et le Tessin, sur le Grimsel. On en a une qui touche la crête principale des Alpes valaisannes et une troisième qui se situe sur le Grison. Inclinaison champ rotatif. Effet de l'inclinaison en vol. Lors d'un virage à partir du nord, la boussole est en retard. Lors d'un virage à partir du sud, la boussole est en avance. L'angle entre les lignes de champ magnétique et l'horizon se nomme l'inclinaison. Cette loi s'applique dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, elle s'inverse. Inclinaison champ rotatif 2. On le répète, en règle générale, une rotation, un virage en direction du nord impliquera que la boussole sera en retard. Une rotation, un virage en direction du sud impliquera que la boussole sera en avance. Cette loi s'applique dans l'hémisphère nord et s'inverse dans l'hémisphère sud. Et pour les aérostiers, l'inclinaison n'a pas de sens. Il faut quand même en connaître la définition. Si on prend l'image qui se situe sur la gauche de cette slide, on a une moitié nord, une moitié sud. Et dans la moitié nord, en fait, on se rend compte que si je vais à un cap, par exemple, de 270 degrés, plein ouest, si je tourne direction nord, au cap 300, et bien la boussole à 300, elle va me marquer 10 degrés de moins. La boussole est en retard. Ça veut dire qu'elle sera plus basse. Si moi je veux sortir à 300 degrés exactement de mon virage, en travaillant avec la boussole, mais quand la boussole m'affichera 290 degrés, je devrais sortir de mon virage parce que je serai déjà à 300. On refait le même exercice. Je vole en direction de l'est, ok, et je fais un virage direction nord.
Le but étant de sortir à 30 degrés. Comme dans le nord, la boussole est en retard, rotation en direction du nord, la boussole est en retard, ça veut dire que 20 degrés avant la valeur souhaitée, je devrais sortir de mon virage. Donc si je viens de l'est qui est de 90 degrés, je vais redescendre, 80, 70, 60, 50, 50, ça représente 20 degrés avant mes 30. Donc il faudra que je sorte quand ma boussole indiquera 50 degrés pour pouvoir obtenir le cap 30 degrés. L'inclinaison de l'aiguille de la boussole à l'approche des pôles magnétiques. Si l'inclinaison atteint une certaine valeur, le contact mécanique entre l'aimant et son boîtier rend le compas inutilisable. Sur cette image, celle de la boussole à gauche de la slide, on peut voir les lignes de champ magnétiques qui sont dessinées en biais depuis le haut du dessin. On a le boîtier du compas qui est posé sur un support et puis le centre de gravité de la boussole. Donc tout le corps magnétique qui se trouve dessous la graduation là est sujet à ces lignes de champ. Comme les lignes de champ arrivent avec un angle, avec un biais, ce corps magnétique tend à s'aligner avec ces lignes de champ. Donc il va avoir envie de se pencher comme la boussole est dessinée là. Et puis si cette inclinaison dépasse les 3 degrés, on sera en butée mécanique. On voit en dessous du corps magnétique, sur la gauche du support, il y a un contact entre le corps magnétique et le boîtier du compas. Il s'agit de la butée mécanique. Et à ce moment-là, si une telle situation apparaît, la valeur affichée par le compas, par la boussole, est inutilisable. Elle est faussée par cette friction mécanique. Sur l'image de droite, on a une explication, un dessin avec des lignes de champ magnétique qui, on le voit sur l'équateur magnétique, sont parallèles à la surface de la Terre. Et plus on s'approche des pôles, plus les lignes de champ approchent de la Terre avec un angle important. Aux pôles, elles sont quasiment à 90 degrés. Tandis que nos altitudes, elles sont à peu près à 65 degrés par rapport à la surface de la Terre. Les isoclines sont des lignes reliant les points d'égales inclinaisons magnétiques. On a ici une tabelle qui date de 2010. Donc toutes les lignes d'égale inclinaison magnétique de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. On a notre équateur magnétique qui est dessiné, symbolisé par la ligne verte. Parlons maintenant de la déviation. L'acier, les pièces en fer doux et les câbles électriques influencent la boussole. Ces perturbations détournent la boussole du nord magnétique et font donc apparaître un imaginaire compass north. Dans les avions, ces perturbations sont compensées par un champ magnétique artificiel à proximité de la boussole. Les tableaux de déviation montrent la déviation, sans ou avec la communication radio. Donc là on parle de ces deux tableaux qui sont dessinés à droite de cette slide. Compass Correction Card. Le calcul est identique à celui de la variation, moins pour l'ouest, plus pour l'est. La différence d'angle entre le nord magnétique, magnétique nord, et le nord du compas, compass nord, est appelée déviation. Elle est référencée au nord magnétique. Les techniques de compensation permettent de réduire l'effet de la déviation à un niveau relativement faible.
environ plus ou moins 2 degrés. En référence au compass North, le calcul se fait de la même façon que pour la variation. Sur l'exemple de gauche, on a un magnétique heading de 111 degrés, une déviation de moins 5 degrés est, ce qui nous donne un compass heading de 106 degrés. Sur l'image de droite, on a un magnétique heading de 113 degrés, une déviation de plus 5 degrés ouest, ce qui nous donne un compass heading de 118 degrés. Déviation ouest égale moins, déviation est égale plus. Pour plus de clarté dans ces déterminations de compass heading, deviation, magnetic heading, variation, true, voici un outil qui peut vous permettre de résoudre les questions que vous pourrez rencontrer pour votre formation. Il s'agit d'un tableau. Ce tableau de calcul, on va le définir en plusieurs étapes. Donc, première étape, définir le tableau, c'est-à-dire se rappeler de l'ordre des onglets. Pour cela, vous pensez simplement à votre maman qui vous demande où se trouve le chocolat et vous lui répondez c'est dans mon ventre terminé. Les initiales de cette phrase, c'est dans mon ventre terminé, C, D, M, V, T, vous donne un ordre pour compass, deviation, magnétique, variation, true. True pour vrai. Deuxième étape pour définir le tableau de calcul, elle consiste à définir les signes. Pour définir les signes, il faut que vous lisiez deux choses, deux règles. Première règle, plus d'est à droite, avec ce petit symbole mémotechnique. Et deuxième règle, à gauche, les signes s'inversent. En prenant en considération ces deux règles, on peut fixer dans les extrémités du tableau la disposition des signes. On commence par la droite. Donc si je vais à droite dans le tableau, donc aller à droite signifie aller du magnétique au trou ou du compass au magnétique. Si je vais à droite et puis qu'on a une variation ou une déviation qui est est, première règle, plus d'est à droite. C'est-à-dire que la variation ou la déviation sera positive. Et inversement, si elle est d'ouest, en allant vers la droite, elle sera négative. On a pu établir ainsi les signes relatifs à est et ouest pour les variations et déviations quand on se déplace vers la droite dans le tableau. Maintenant, on peut appliquer la deuxième règle, qui est à gauche, les signes s'inversent. Donc on va à gauche. Aller à gauche signifie aller de magnétique vers compass ou de trou vers magnétique. Et à ce moment-là, si on a une variation ou une déviation est, on se déplace vers la gauche, la variation aura un signe opposé de la droite, c'est-à-dire négatif pour est, et inversement, pour variation et déviation ouest, en allant à gauche, on aura un signe positif. Maintenant, on va procéder à deux exemples de calcul pour démontrer l'utilisation du tableau. Exemple numéro 1, on nous donne le magnetic heading, 111 degrés, la déviation 5 degrés est, et on nous demande le compass heading. Comment procède-t-on pour répondre à cette question? Eh bien, on commence par inscrire dans le tableau les valeurs que l'on connaît sous les cases spécifiées, sous les cases correspondantes. Magnetic heading, 111 degrés. On inscrit 111 dans magnétique. Déviation, 5 degrés est.
on a inscrit 5 degrés est sous déviation. Et compass heading, point d'interrogation, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on regarde notre tableau. Je vais du magnetic heading en direction du compass heading. Puisque c'est le compass heading que je cherche, j'ai la déviation entre deux. La question est de savoir si je dois faire plus ou moins avec cette déviation. Donc, pour aller vers le compass depuis le magnétique, je vais sur la gauche de mon tableau. À gauche, quelle est la règle? Pour variation et déviation, si elles sont de l'est, c'est moins. 111 moins 5 degrés est, ça me fait 106 degrés. On procède au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, on nous donne un true north de 280 degrés. Donc j'inscris 280 sous true. On nous donne une variation 5 degrés ouest. On inscrit 5 degrés ouest sous variation. Et on nous demande le magnétique nord. Point d'interrogation. Ensuite, on se concentre de nouveau sur le tableau. Donc je dois aller de true à magnétique. Dans ce cas de figure-là, de true à magnétique, je me dirige à nouveau vers la gauche. En me dirigeant vers la gauche, j'ai une variation de 5 degrés ouest. Variation ouest, en allant à gauche, quelle est la règle? Plus 280 plus 5, 285 degrés. Maintenant, on va faire deux autres exemples avec des exercices combinés. Combiner signifie d'avoir un exercice où on nous donne une valeur true, une valeur vraie, et on va chercher la valeur du compas. C'est-à-dire que dans le calcul, on aura une déviation et une variation. Donc exemple numéro 1, on procède de la même façon qu'avant, c'est-à-dire qu'on connaît le true north, 150 degrés, on l'inscrit. True north, 150 degrés. On connaît la variation 6 degrés est, on inscrit 6 degrés est sous variation. On connaît la déviation 2 degrés ouest, on inscrit la déviation 2 degrés ouest. Et on nous demande de trouver le compass north. Donc dans ce tableau-là, qu'est-ce qui nous manque? Le magnétique et le compass. Donc maintenant, on procède avec les règles comme tout à l'heure. On doit aller à terme au compass, c'est la question finale. Ça veut dire qu'on doit aller à gauche. Pour aller à gauche, eh je sais que j'ai une variation de 6 degrés est. 6 degrés est à gauche, c'est moins. 150 moins 6, j'ai déjà trouvé mon magnétique nord qui est de 144 degrés. Ensuite, depuis notre magnétique nord, on sait qu'on a une déviation de 2 degrés ouest. Si on continue d'aller à gauche, pour aller vers notre compass nord, ouest signifie plus. 144 plus 2 égale 146 degrés. Encore un exemple, on nous donne un compass heading de 310 degrés, une variation de 4 degrés ouest et une déviation de 1 degré est. Trouvez le true heading. Même principe, les chiffres ont été reportés dans le tableau. Donc le 310, on le connaît. Le déviation de 1 degré est est inscrit et le 4 degrés ouest de variation est inscrit. Les nombres manquants sont magnétique et true. Dans ce cas-ci, on doit aller pour la droite, direction droite du tableau. Donc le premier step pour la déviation qui est en degré est, quand on va à droite, est c'est un signe positif, plus d'est à droite. 310 plus 1 égale 311 degrés pour le magnétique heading. Et ensuite, on continue à droite vers le true heading avec une variation de 4 degrés ouest. Si je vais à droite avec l'ouest, ça donne moins. 311 moins 4, 307 degrés.
Passons maintenant aux principes fondamentaux, distance et altitude. Les objectifs pédagogiques de distance et altitude sont d'être capable d'interpréter et de convertir les différentes distances et altitudes. Être capable de gérer la navigation avec un ordinateur E6P. Définition du mille marin. Un degré mesuré sur un méridien correspond à une distance de 60 nautical miles ou 111 km. Un degré mesuré sur un méridien contient 60 minutes. Une minute correspond à 1 nautical miles. Si on prend l'encadré en bleu, 1 nautical miles est égal à 1,852 km. 1 km est égal à 0,534 nautical miles. Les valeurs de cet encadré bleu sont à apprendre par cœur. Pour les conversions entre milles marins et kilomètres, une solution graphique est possible. Par exemple, par comparaison de mesures sur la carte OACI. Sur la carte OACI, on retrouve cette échelle, kilomètres nautical miles. Les points 0 de ces deux échelles sont communs. Ensuite, il vous suffit de relier la valeur que vous voulez, la projeter sur l'autre échelle afin de déterminer quelle est sa conversion dans l'autre valeur. Exemple, 30 km, kilomètres c'est l'échelle du haut, je pars de 30 et je projette la valeur sur l'échelle des nautical miles. L'intersection se passe à environ 16 nautical miles. En B, on a une solution qui utilise le tableau de conversion dans le guide VFR. Alors, en utilisant ce tableau, on veut déterminer combien de kilomètres correspondent à 57 nautical miles. Premier step, c'est de s'assurer d'utiliser le bon tableau, parce qu'il y en a plusieurs. On va regarder le coin en haut à gauche du tableau, encadré bleu. Et là, on voit qu'on a du nautical miles par rapport à des kilomètres. Donc, nautical miles sont les échelles en grâce de ce tableau. Et les kilomètres sont les nombres qui sont écrits normalement dans le tableau. Donc je prends 50 nautical miles. On va chercher la corrélation avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7, 57. Et puis la case qui correspond à l'intersection de ces deux chiffres comprend en fait la valeur relative à 57 nautical miles en kilomètres, soit 105,6 km. Mille marins kilomètres conversion. Deuxième slide. On va prendre en C une solution numérique. Si je veux transformer 36 nautical miles en kilomètres, je prends 36 fois 1.852 et j'obtiens 66,67 km. Deuxième exemple, j'ai 225 km que je souhaite transformer en nautical miles. Je prends 225 km divisé par 1,852 et j'obtiens 121,49 nautical miles. En règle générale, conversion du nautical miles en kilomètres, je prends le nautical miles x 2, moins 10%, et j'obtiens des kilomètres. Exemple, 75 nautical miles x 2, ça nous donne 150, moins 10%. 10% de 150, ça fait 15, donc 150 moins 15, ça nous donne 135 environ. La valeur exacte est de 138,9 km. On constate que le calcul n'est pas si loin. Deuxième exemple, conversion du kilomètre en nautical miles. Je prends le kilomètre divisé par 2 plus 10% et j'obtiens un nautical miles. 120 km divisé par 2 plus 10%, donc 120 divisé par 2 ça fait 60, 10% de 60, 6, 60 plus 6, ça nous donne 66 nautical miles. La valeur exacte étant de 64,79 nautical miles, une nouvelle fois, la réponse n'est pas si loin de la vérité.
Le mille marin, le statut mile, kilomètre, conversion. Donc on a, pour convertir ces différentes valeurs, la solution numérique. Avec un exemple 1. 55 statut miles, le facteur de conversion c'est 1,609. 55 fois 1,609, ça nous donne 88,49 km. Exemple 2, 135 km divisé par 1,609, ça nous donne 83,9 statut miles. Exemple 3, 560 statut miles fois 0,869, on obtient 486,64 nautical miles. Exemple 4, 135 nautical miles divisé par 0,869 nous donne 155,51 statut miles. 1 statut miles égale 1,609 km. 1 statut miles égale 0,869 nautical miles. Les valeurs de l'encadré sont à apprendre par cœur. Une solution graphique par comparaison de mesures sur la carte OACI permet également de transformer un statut miles en nautical miles. Exemple, 25 statut miles situés sur l'échelle de gauche de ce graphique. Je tire un trait sur les nautical miles et je me situe à environ 21,7 nautical miles. Une règle de base pour convertir les statut miles en kilomètres, je prends le statut miles x 2 moins 20% et j'obtiens 1 km. 120 statut miles x 2, ça nous donne 240. 20% de 240, ça nous donne 48. 240 moins 48, je suis à environ 192 km, soit exactement 193,1 km, ce qui nous donne une valeur approximative qui est pas très loin de la vérité. Deuxième exemple, conversion d'un kilomètre en statut mile. Si je prends kilomètre divisé par 2, plus 20%, et j'obtiens un statut miles. Donc 240 km divisé par 2, ça fait 120 plus 20%. 20% de 120, ça donne 24. 120 plus 24, ça fait 144 statut miles. La valeur exacte étant de 149,1 statut miles, on est de nouveau pas loin de la réalité dans notre approximation. Mètre, feet, conversion. À l'exception de quelques pays, l'altitude de vol est donnée en pieds. Un pied correspond à 0,305 mètres. Un mètre correspond à 3,28 pieds. Ces valeurs sont à apprendre par cœur. On a aussi une solution graphique par comparaison de mesures sur la carte OACI qui permet de faire cette corrélation. Sur cette échelle, nous avons les mètres à gauche et les pieds à droite. Si je prends par exemple 1500 mètres, le trait rouge, et que je le reporte à droite, on a 4920 pieds. Une solution est aussi possible en utilisant la table de conversion dans le guide VFR. Une nouvelle fois, première chose, il faut contrôler qu'on utilise la bonne tabelle. Le but étant de convertir des mètres en pieds pour cet exercice. Donc en bleu, on contrôle la tabelle, mètres, pieds. C'est-à-dire que tous les chiffres qui correspondent aux mètres sont en gras et ceux qui correspondent aux pieds ne le sont pas. Ensuite, on fait le calcul en deux temps. On va séparer, là le but étant de calculer 2455 mètres en pieds. On va faire le calcul avec 2400 mètres et avec 55 mètres.
Premier tableau, 55 mètres, ça nous donne 180,44 pieds. Deuxième tableau, 2400 mètres, ça nous donne 7873,9 pieds. La somme de ces deux chiffres, 7873,9 plus 180,44, nous donne 8054,34. Maintenant, si je fais un calcul vérificatif, rappelez-vous quel est le facteur entre pied et mètre, 3,28. 2455 mètres fois 3,28, ça nous donne 8052,4, qui est très proche de notre 8054,34. Le calcul est donc correct et vérifié. En C, on a une solution numérique, simplement par l'application des facteurs de conversion déjà vus dans les slides précédentes. Exemple 1, pour le Weissflur Davos, à une altitude de 2844 mètres, pour savoir ce qu'on a en pieds, on peut le diviser par 0,305, ce qui nous donne 9324 pieds. Altitude de vol sur le Gothard, pour l'exemple 2, elle est donnée à 8500 pieds. On veut calculer la valeur en mètres. 8500 fois 0,305 et on obtient 2592 mètres. Une règle générale pour ces calculs pieds-mètres, conversion de pieds en mètres, on prend une valeur en pieds divisé par 3, moins 10%, et ça nous donne des mètres. Exemple, 9000 divisé par 3, ça nous fait 3000. Les 10% de 3000, c'est 300. 3000 moins 300, ça nous donne 2700 mètres. La valeur exacte étant de 2743 mètres, notre approximation est correcte. Une conversion de mètres en feet, c'est-à-dire que je prends la valeur en mètres fois 3 plus 10% et j'obtiens des pieds. 1800 mètres fois 3, ça nous fait 5400, plus 10%, donc 10% de 5400, 540, 5400 plus 540, ça fait 5940 pieds. La valeur exacte étant de 5905 pieds, une nouvelle fois, notre approximation est correcte. Voilà pour la leçon 3 de la branche navigation générale de pilote privé. Merci beaucoup pour votre attention.